Bonjour à tous, bienvenue sur le tout premier épisode de cette série de podcasts qui j'espère sera la plus longue possible. Donc on est 4 aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bertrand qui est le cofondateur de l'approche, Sophie et Jean-Michel. Donc on va tous se présenter un petit peu un par un pour qu'on puisse rentrer dans la discussion et parler de l'histoire d'ActionType juste après. Et j'espère que ce sera un superbe épisode. On va commencer par Jean-Michel. Est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases pour les gens qui nous écoutent? Bonjour Mathis, bonjour Bertrand, bonjour Sophie, bonjour à tous. Une ou deux phrases, ça va pas être possible pour moi. Pour autant, ce que je peux dire, c'est qu'après avoir œuvré dans le tourisme, en contrôle de gestion, j'ai eu le bonheur de rencontrer ActionType en pratiquant ma passion, qui est le golf. Et c'était en 2017. Et après avoir perçu l'intérêt et la puissance de cette approche, j'ai souhaité me former. Et donc, j'ai rejoint Bertrand et son complice Philippe sur les formations à Paris en 2019. Et donc, j'ai fait tout le processus de formation jusqu'à la certification. Et depuis, je suis sorti du salariat et j'ai créé mon entreprise, BSC Consulting, BSC comme bien se connaître. Et j'accompagne des golfeurs, des individus, notamment en bilan de compétences. Et je fais également des formations en entreprise. L'idée étant de permettre aux collaborateurs de développer leur bien-être individuel et au collectif d'optimiser le niveau de collaboration, donc de rendre l'entreprise plus performante. Parfait. Du coup, Jean-Michel nous a parlé de plusieurs personnes, notamment Philippe qui n'est pas là aujourd'hui, mais où il y aura sa présence dans ce podcast dans plusieurs épisodes à l'avenir. Mais là, pour l'instant, on est nous 4. Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, pareil? Oui, merci. Donc, Sophie Pugeot-Enrault. Moi, je suis en fait consultante en stratégie de développement pour les TPE-PME. Ça fait plus de 25 ans, en fait, que je travaille en marketing et communication pour les entreprises. Et j'ai développé mon entreprise, je l'ai créée il y a maintenant 18 ans. Ça commence à faire. Donc, je suis issue du marketing terrain. Et pourquoi ActionType? Déjà, j'ai découvert il y a à peu près 8 ans et je me suis certifiée il y a 7 ans parce que j'aime bien allier dans les entreprises, en fait, la notion de stratégie, mais également, en fait, accompagner les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Ça, c'est très, très important pour moi. Et je cherchais effectivement une approche et j'ai eu la chance de découvrir ActionType par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Bijard, hein, qui est certifié depuis très longtemps. Et ce qui m'a marqué dans cette approche, c'est déjà qu'on parlait des forces. Alors là, c'était passionnant pour moi. Je me suis dit, pour une fois, on n'est pas focus sur les vulnérabilités, les faiblesses. On est sur les forces, sur les préférences. Et ça, c'était très important. Et surtout, c'est le corps qui parle. Donc, je trouve ça passionnant. Donc, en entreprise, moi, c'est principalement en entreprise que je travaille avec ActionType. Voilà. Parfait. Du coup, merci Sophie. Je pense qu'avant de parler de Bertrand, qui va du coup, en se présentant, pouvoir commencer à parler un petit peu de l'approche, je vais faire une très rapide présentation de qui je suis. Donc, je m'appelle Mathis, j'ai connu l'approche via le basket, entraîneur de basket en France du côté de Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance de commander le bouquin de ActionType et pouvoir avoir des informations. Je les ai contactés, j'ai contacté Bertrand et Philippe, dont a parlé Jean-Michel juste avant, pardon. Et du coup, ça m'a donné un peu de curiosité. Donc là, on a des gens du monde de l'entreprise, du monde du sport. C'est ça qui fait la richesse de cette approche-là. Et moi, j'étais plutôt du côté du sport pour pouvoir développer l'approche, faire en sorte que mes joueurs soient épanouis dans leur pratique, surtout à un très bon niveau senior. Et j'ai retrouvé mon compte. Donc moi, j'ai intégré l'approche, on va dire ça comme ça, depuis 2023. Donc c'est assez récent. Et là, on va laisser l'homme à ma droite se présenter. Cofondateur, du coup, Bertrand Terola. Bertrand, la place est à toi. Bon, pour démarrer, un petit Suisse, simplement. L'approche dont je suis le cofondateur ne serait pas là, en fait, sans une rencontre. Et c'est une rencontre, en fait, qui a fait que les choses se sont développées. Une rencontre en deux personnages qui recherchaient la performance
avec Ralph Hippolyte, mon aîné de 13 ans, que nous saluons d'ailleurs s'il a l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce podcast. Oui, c'est une rencontre quand Ralph était entraîneur de l'équipe de France féminine de volleyball. Donc il était responsable de cette équipe pendant un peu moins de 10 ans. Et il avait des voyages réguliers en Suisse avec cette équipe pour venir rencontrer des adversaires sur la Riviera lémanique. Et bien sûr, étant passionné de volleyball, on a fini par discuter lorsqu'il n'était pas sur le banc pour coacher l'équipe. Il était dans les gradins et on a échangé rapidement parce que, bien sûr, l'équipe de France de l'époque féminine présentait un volleyball qui était un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on voyait dans les autres nations. Il y avait vraiment de l'originalité. Il y avait une fraîcheur, il y avait des choses qu'on ne voyait pas. Donc, un curieux comme moi n'a pu qu'être attiré par ce type de jeu. Et donc, chaque fois qu'il était dans les gradins, bien, je m'asseyais à côté de lui, puis on discutait de choses et d'autres. Et finalement, on faisait connaissance. Et de fil en aiguille, ben, ça s'est répété chaque année aussi, parce qu'il revenait régulièrement avec l'équipe de France pour jouer ce qui est devenu au Masters de Montreux féminin. Et on a lié d'amitié, et puis beaucoup parlé performance, volleyball, etc. Il venait aussi régulièrement donner des cliniques pendant le Masters, donc enseigner à des entraîneurs qui venaient du monde entier pour suivre ces cliniques. Et il venait également du côté du Lausanne Université Club Volleyball, où j'entraînais, à l'époque responsable de la formation et de la deuxième équipe. Et puis, bien sûr, de fil en aiguille, on a gardé le contact, on a enrichi cette amitié, et puis on a avancé chacun de notre côté, lui en France et moi en Suisse. Et bien sûr, le tournant a été un petit peu dès le moment où moi j'ai quitté le monde de la biologie, où j'étais dans les études à l'université à Lausanne, pour pouvoir simplement donc m'intéresser plutôt au mouvement et au sport, en entrant dans des études de maître d'éducation physique à l'université de Lausanne. Et c'était 1989, et là, on a commencé à s'intéresser d'un peu plus près à l'individualisation. Tout ça parce que une année ou deux auparavant, j'avais pu assister à une conférence du docteur Jean Le Boulch qui était venu en Valais en Suisse pour pouvoir présenter la psychocinétique ou la science du mouvement humain, comme il l'appelait. C'est quelqu'un qui était français, qui était, on va dire, un touche-à-tout, puisqu'il a fait un degré en médecine, il a fait en psychologie, et il était aussi maître d'éducation physique à sa manière, donc il avait beaucoup de cordes à son arc. Et cette personne, bien sûr, m'avait intrigué. J'ai acheté ses livres, j'ai lu ses livres, pris connaissance un petit peu de sa façon de voir les choses, qui était différente de la tendance de l'époque. Et voilà, c'est un peu ces originaux qui m'ont amené finalement aussi, avec la curiosité, à vouloir chercher un peu plus loin les choses qui existaient dans le domaine de l'individualisation. Parce que la psychocinétique, c'était une façon aussi de redonner à la personne l'importance du mouvement, l'importance de la coordination motrice. Il parlait de fonction d'intériorisation, il parlait de plein de choses comme ça. Et moi, je venais d'être nommé, 89, je crois, à 27 ans. Je venais d'être nommé entraîneur national en Suisse pour les cadets, donc les moins de 16 ans. On m'avait demandé de créer la première équipe des cadets masculins en volleyball en Suisse. Et donc, j'ai fait cette sélection et j'ai profité, en fait, d'avoir accès, en fait, à ce nombre de jeunes à disposition en Suisse pour pouvoir commencer à étudier un peu les différences interindividuelles. Ça veut dire que j'ai mis les bases d'un travail qui sera mon travail de diplôme en tant que maître d'éducation physique, qui a été suivi par Jean Le Boulch, par ce docteur, comme référent, et par un autre référent plus lié au volleyball, qui était Georges-André Carrel. Georges-André Carrel était directeur des sports universitaires de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et aussi entraîneur de la première équipe du Lausanne Université Club Volleyball. Et il avait accepté de suivre le travail par rapport à la version volleyball, puisque l'intitulé de mon travail de l'époque, c'était la psychocinétique et la formation en volleyball.
Et donc, avec ces deux grands personnages derrière moi, eh bien, j'ai pu faire ces études de représentation mentale du geste, de plein de choses qui sont avérées super intéressantes. Et puis, pendant tout ce développement de ce travail de diplôme, eh bien, je continue à entraîner au quotidien dans les salles de Dorigny, au bord du lac Léman. La chance d'avoir un environnement exceptionnel déjà ici. Et puis, échange régulier avec Ralph, qui était à cette époque-là en train on va dire de bouger aussi sur l'Angleterre, parce qu'il a pris un rôle de directeur technique national du volleyball anglais à un moment donné. Et donc, beaucoup d'échanges, pratiquement presque quotidiens, en tout cas chaque semaine, plusieurs fois, pour pouvoir avancer dans l'entraînement, dans la performance. Et on est très curieux les deux, donc ça n'arrêtait pas, les échanges n'arrêtaient pas. Et donc voilà, les choses sont avancées, c'est toujours des rencontres qui font que les choses se sont développées. Et à partir de là, eh bien, il y a eu d'autres événements, bien sûr, qui sont arrivés. C'est que je me suis dit à une époque qu'il fallait faire bouger les petits Suisses, parce que les petits Suisses n'avaient pas forcément une ouverture vers le monde du volleyball mondial. Et on a un petit pays, actuellement 8 millions, je pense qu'à l'époque il y en avait un peu moins. Et la sélection des joueurs en Suisse, elle est un peu compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup de monde à disposition. Donc il fallait les faire sortir de leur pays. Et c'est là que j'ai organisé en fait des mouvements avec les sélections nationales, et on a en partie financé nos déplacements à l'époque pour pouvoir justement aller voir ailleurs si on y était, comme on dit. Et on est parti aux États-Unis. On est parti 95 aux États-Unis avec tout le contingent des juniors, là. Enfin, d'une génération de juniors, on va dire, pour aller rencontrer plein de monde qui nous aidait aussi à organiser une sorte de tour en Californie. Et donc on avait un organisateur avec nous, Didier Borghi, qu'on salue au passage aussi, qui nous avait fait un plan de vol pour pouvoir avoir un tour en Californie. Et on avait quelqu'un sur place, Tom Ashen, qui était aussi l'organisateur sur place des différentes rencontres qu'on a fait. On a rencontré pas mal d'équipes, on a fait du beach volleyball, de la salle. C'était un peu le démarrage du beach. On a aussi pas mal poussé le volleyball dans le sable à l'époque, et les juniors pouvaient aussi faire des tournois dans le sable, et on rencontrait des équipes bien sûr en salle. Et donc ça nous a permis de discuter, d'échanger avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes, d'avoir fait une ouverture, et les gamins adoraient ça bien sûr, parce que c'était le rêve américain un petit peu pour eux de sortir de chez eux. Certaines personnes n'étaient jamais sorties de la Suisse. Et rencontrer des jeunes, discuter, des fois dormir chez l'habitant. Voilà, on avait fait un budget qui était minimaliste, mais au moins on tournait. Et puis, Tom Ashen était quelqu'un qui nous a invités aussi, le staff de l'équipe, chez lui. Malheureusement, il est décédé maintenant. Mais il avait une grande générosité, et puis il m'avait discuté, on avait discuté un peu de ce qu'on faisait à droite à gauche, les études qu'on faisait, tout ça. Et il m'a dit, tu devrais rencontrer Nid Nagel, c'est un gars qui habite pas très loin d'ici, il a fait un bouquin, voilà, il m'a donné une copie de son bouquin qui était les clés pour devenir en fait un peu meilleur dans son sport, de Keys. Et bien sûr, j'ai pris son bouquin, il est signé encore de Nid Nagel, et puis je me suis intéressé à ça, un autre versant ou un autre angle que ce qui était fait à l'époque. Et ça parlait un peu de typologie, ça parlait de catégories, de choses comme ça. Alors, je m'étais déjà intéressé parce que j'avais lu Jung, j'avais lu plein de choses, et je retrouvais des éléments de typologie dans ce document, enfin ce livre. Et je voyais bien sûr des perspectives, parce que avoir accès aux individus pour les aider à se développer, pour les aider à être justement plus dans leur force, dans l'expression de leur qualité, c'était quelque chose qui nous intéressait énormément. Et je me souviens avoir dévoré le livre en rentrant en avion depuis les États-Unis en Suisse, en disant c'est intéressant, et on continuait les camps en arrivant, il y avait des possibilités de discuter avec les gamins, et on était plutôt sur des approches on va dire cognitive, parce qu'il y avait un petit questionnaire à l'intérieur des livres que j'ai utilisé, que j'ai traduit en français, en allemand,
Et puis, on a appliqué un peu ça à tout le monde pour voir ce que ça donnait en termes de profil, en termes de préférences individuelles. Et le livre amenait bien sûr tout un pan moteur. Ce pan moteur, bien sûr, c'est pas Nina Nagel qui l'a mis en place. Il s'est appuyé sur un autre scientifique qui, je l'ai appris par la suite, a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Enfin, une partie de ses études. C'est un Américain qui s'appelait Walter Lowen et qui avait écrit un bouquin en 1982 qui s'appelait Dichotomie de l'esprit. C'est une histoire bizarre parce qu'effectivement, dans l'introduction de son livre, il explique en fait qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire des choses de ce type-là. Mais il s'est trouvé propulsé à étudier la typologie jungienne, justement, qui était aussi pas mal, qui est originaire de Zurich, quelque part, puisque Jung a œuvré à Zurich pratiquement toute sa vie, enfin dans la région en tout cas. Et il s'est retrouvé à être challengé par un de ses fils qui voyait bien que son père était perdu dans ses nuages scientifiques et laboratoires, recherches, etc. Il était plutôt dans la mécanique, dans l'ingénierie, etc. Et son fils l'a challengé en lui disant moi, j'ai pas envie d'avoir un père qui ne me comprend pas. Donc, il lui a ouvert les portes vers le monde en dehors du laboratoire qu'il connaissait bien, son père connaissait bien. Et ça a motivé en fait Walter Lowen à étudier, à créer une systémique par rapport à l'étude de la pensée de Jung et des préférences jungiennes. Et il a relié ça avec la motricité. C'est le premier à avoir relié ça avec la motricité et à avoir créé les 4 familles qu'on connaît de motricité. Alors différemment, il n'y avait aucune explication sur comment les trouver, les caractéristiques physiques, etc. Il n'y avait rien, il y avait juste une motricité globale, on va dire de la finesse, une motricité verbale et une motricité plus conceptuelle, tout ça qu'on a gardé. Mais on n'avait aucun moyen pour les détecter et les trouver. Parce que bien sûr, autant dans le livre de Nina Nagel que de celui de Walter Lowen, il n'y avait pas de méthode de détection, ça restait quelque part que du cognitif. Donc il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour essayer de trouver quels étaient les tenants aboutissants concrets de ces préférences. Parce qu'on se disait avec Ralph que si Jung avait raison par rapport à sa typologie, et on pensait qu'il avait quand même ses raisons en tout cas, parce que dans sa vie, il a dû avoir au moins 80 000 1-1 en thérapie avec des personnes. C'est ce qui était estimé à l'époque. 80 000 personnes qu'il a pu... Bon, certaines sont revenues plusieurs fois, on sait très bien dans la psychanalyse, mais il a eu beaucoup d'échanges avec les gens et s'est retrouvé à avoir pas mal d'expérience et sa capacité analytique était très forte. Donc il a croisé un petit peu des choses et on se disait que certainement que ce qu'il avait trouvé, c'était quelque chose d'extrêmement puissant et fort. Et il s'agissait de créer maintenant des ponts avec ce qu'on connaît nous, ça veut dire le mouvement, la coordination, la motricité. Et là, il a fallu chercher un peu à droite et à gauche. On a pas mal bourlingué pour essayer de trouver des éléments qui pourraient nous aider. Et ces éléments, on les a trouvés grâce aussi à la kinésithérapeute ou physiothérapeute, comme on dit en Suisse, qui accompagnait les équipes nationales dont j'avais la charge et qui m'a donné un ouvrage qui avait été écrit par Raymond Soyer, un Belge, un professeur de kinésithérapie belge, qui a écrit un ouvrage sur les 2 marches pour la machine humaine. Et là, on était complètement dans la kinésithérapie, avec des différences justement de centre de gravité entre des gens qui ont une marche qui vient d'en haut, des gens qui ont une marche qui vient d'en bas. Et il s'est avéré que ces éléments étaient aussi des éléments nouveaux. Il n'y a pas grand monde qui en parlait. Tous les physio-kinés ne sont pas forcément formés à l'approche Soyer, mais il a créé la kinésithérapie analytique et je crois que son livre date de 89 ou en tout cas dans les environs. Et cette amie, Valérie von Bredow, qui était même une personne qui était pressentie pour prendre la suite de Soyer, parce que Raymond Soyer la connaissait bien et il aurait aimé qu'elle prenne un peu la suite de son école de kinésithérapie analytique, ce qu'elle n'a pas fait. Mais en me confiant sur cet ouvrage, j'ai commencé à étudier ça et à regarder.
De l'autre côté, j'avais bien sûr toute l'approche typologique qui s'est construite sur les théories de Jung et sur les 8 fonctions jungiennes, c'est-à-dire les questionnaires type Myers-Briggs et autres. Le MBTI était l'indicateur le premier en place et c'est ceux qui ont formalisé, on va dire, le langage jungien. Et bien sûr, toutes ces choses-là, eh bien, elles étaient disparates, elles n'étaient pas associées, pas connectées entre elles, et donc on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais on voyait bien qu'il y avait des différences, parce que dès 92, j'ai fait ce qu'on appelle des diplômes d'entraîneur en Suisse. C'était le CNSE à l'époque, le Comité national du sport d'élite, qui était dirigé par Jean-Pierre Heger, qu'on salue aussi au passage, parce que la santé est quelque chose d'important et on sait qu'il passe un passage compliqué. Et dans cette étude-là, j'ai dû aussi réaliser un travail personnel sur le volleyball, puisque j'étais responsable national à cette époque-là. Et je me suis intéressé à faire des mesures de saut. J'ai eu accès, grâce au club à Lausanne, au LUC, volleyball, à un tapis de saut, un tapis de Bosco. À l'époque, c'était très rudimentaire, un pion avec RS-232, un tapis, des câbles électriques, tapis de contact qui se roulait, qui se pliait. Et on mesurait les sauts des gamins, des athlètes. Et on le faisait systématiquement. J'avais décidé de voir comment on pouvait utiliser cet ergo jump, comme il l'appelait, ergo jump en volleyball. Et donc mon travail était basé là-dessus. J'ai fait des milliers de mesures. Chaque fois qu'on retrouvait on participait en plus au championnat de 2e division en Suisse avec les jeunes, avec l'équipe nationale. Donc chaque fois que je retrouvais les jeunes dans le week-end, c'était mesures avant les matchs, mesures après les matchs, etc., etc. Donc beaucoup de mesures qui m'ont permis d'écrire ce travail du Comité national du sport d'élite. Et on voyait bien sûr des stratégies de saut chez les gamins qui étaient différentes. C'est-à-dire tout le monde ne prenait pas les élans de la même manière, se positionnait pas en termes de posture de la même manière. Donc il y avait des choses qui commençaient à nous réveiller, à nous sauter aux yeux. Exactement. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que c'est des choses qui sont... tant qu'on n'a pas justement mis le grappin dessus pour voir qu'il y a des choses qui se passent, on les voit, mais en fait ça nous marque pas, ça nous reste pas forcément. Et puis, à force d'en faire, et de discuter aussi avec Ralph, qui était en Angleterre, je me souviens être monté à Birmingham, je crois, non, à Nottingham, quand il était à Nottingham, parce qu'il était dans le siège de la fédération de volley anglaise qui était sur Nottingham. Et on a pas mal discuté de choses comme ça, on échangeait, j'ai fait mon travail là-dessus aussi, par rapport à la communication, par rapport à d'autres choses. Et... Les pièces de puzzle étaient en train de se mettre en place gentiment, voilà. Mais encore rien n'était vraiment, on va dire, lancé. On n'avait pas fait ce que les Anglais appellent le tipping point, le point de bascule, là, où on avait quelque chose à se mettre vraiment de très solide sous la dent. On voyait bien que les choses se mettaient en place. Donc là, tout de suite, on parle pas forcément d'action type là, tout de suite, au moment auquel tu parles, mais on commence des prémices. Voilà, il y a des choses qui commencent à se dessiner, des points qui commencent à se relier pour pouvoir créer quelque chose de très individualisé. Très action type quelque part, mais on n'y est pas là tout de suite. Non, on n'y est pas tout de suite parce que le nom n'existait pas encore. Il y avait l'idée d'individualiser, oui, l'idée de la performance, l'idée de faire toutes ces choses-là de manière différente déjà. Parce que Ralph Hippolyte a toujours été quelqu'un qui, dans sa manière d'aborder la performance, avec une culture très américaine, puisqu'il était originaire d'Haïti, mais il avait toute une éducation californienne, New York, etc. Enfin, la côte ouest, la côte est, il a travaillé sur les deux côtés. Et il avait une idée de la performance, de la compétition à l'américaine. Et c'est quelqu'un aussi qui est très compétitif lorsqu'on lui donne une équipe ou lorsqu'il est censé, on va dire... Performer, ouais, exactement. Il a une manière d'approcher la performance par l'originalité. C'est que je ne vais jamais faire comme les autres. Il a créé en volleyball des systèmes différents, il a créé plein de trucs dont on pourrait parler, mais l'idée, c'est simplement de montrer que il était considéré comme quelqu'un d'original, que c'était un instructeur de la Fédération internationale de volleyball, donc quelqu'un qui était reconnu pour ses brillantes idées, mais en même temps aussi qui était des fois pointé du doigt comme un peu bizarre, parce que voilà, il pensait pas comme les autres, il faisait pas comme les autres. Donc dès que vous faites pas comme les autres, vous êtes catégorisé de bizarre très rapidement. Ouais, surtout à l'époque, quand on pensait en dehors out the box,
c'était pas forcément quelque chose de vu très positivement, puisqu'il y avait des choses qui étaient déjà prédéfinies, un cahier des charges, etc. On joue au volleyball de cette façon. Et en fait, c'est quelque chose qui... Il y avait des écoles. Ouais. Il y avait des écoles de volley, école asiatique, école américaine, école russe, etc. Il y avait plein d'écoles. Et on s'est rendu compte que tout le monde avait ses raisons, mais personne n'avait raison, quoi. Donc, c'était un peu l'idée de comprendre qu'il y avait beaucoup de variété, de diversité, et que chacun pouvait approcher la discipline, le sport, de manière différente. Et ce premier constat, qui est évident pour tous les entraîneurs du monde, de toutes les disciplines, c'est pas quelque chose qui est proche ou qui est seulement rallié au volleyball, mais il y a des cultures. Il y a une culture, et la culture dont tu parlais, c'est ça, c'est qu'il y a une façon de faire les choses qui est reproduite de génération en génération, et arrivé à un moment, on se pose même plus la question de pourquoi on fait les choses. Voilà, donc c'est un peu le problème de ça. Et nous, on était un peu à l'inverse. Autant Ralph que moi-même, on était toujours sur pourquoi on va faire les choses. Pourquoi on va aller chercher dans cette direction plutôt que d'aller chercher dans une autre direction. Et le pourquoi était très, très fréquemment relié à la performance, à la compétition, et au fait qu'on voyait bien que ces différences, elles étaient là, quoi, elles étaient très présentes. Sur les tapis de saut, il y a des gens qui effectivement utilisaient beaucoup plus de flexion, d'autres moins de flexion, et on mesurait ce qu'on appelait donc c'est anglophone, hein, counter movement jump, donc des sauts avec contre-mouvement, avec un peu d'élan, des squat jump où simplement on part à l'arrêt dans une position et on monte directement. On mesurait des drop jump qui étaient je pars d'une certaine hauteur et j'essaie d'être le plus rapide possible pour avoir un minimum de temps de contact sur le tapis, exploser et monter. Et puis il y avait encore des rebound jump où j'enchaînais en fait des sauts pendant 15 secondes sur le tapis, et là j'avais une évolution de la hauteur du saut pour voir en fait comment la personne tenait le coup, se fatiguait ou pas, etc. Et comme on le faisait avant les matchs, après les matchs, on regardait finalement qu'il n'y avait pas beaucoup de perte de hauteur par rapport aux gamins, mais par contre la façon dont ils sautaient était différente. La manière d'aller chercher la flexion, ou la manière, le temps de contact, le temps de vol. Voilà, il y avait des gens qui avaient beaucoup de fibres rapides, donc qui avaient une capacité effectivement en volleyball de sauter avec une explosivité assez grande, puis d'autres un peu moins. On voyait ça, donc on voyait des stratégies qui étaient plutôt en cheville, avec des jambes qui étaient plutôt tendues, des stratégies qui étaient plutôt en cuisse, avec des plus grandes flexions. Et on ne savait pas pourquoi. Mais quand est arrivé le livre de Soyer, ça nous a mis la puce à l'oreille, parce qu'on s'est dit, tiens, le centre de gravité, il peut être différent, donc il va y avoir des éléments qui vont être peut-être liés à ça. Mais c'était les prémices, c'était pas très clair encore dans nos esprits. Ok, et vous aviez observé déjà qu'un même individu pouvait utiliser différentes stratégies de saut, ou pas encore à ce moment-là? On voyait dans la fatigue des évolutions des stratégies. Okay. Ouais. Mais dans le volley, il n'y a pas une énorme capacité, on va dire, il n'y a pas besoin de fatiguer beaucoup, parce que la récupération est grande. Le temps de récupération est grand entre les échanges. Donc, la bascule, on l'a observé beaucoup plus tard dans d'autres disciplines sportives, quand on s'est intéressé à d'autres disciplines sportives. Dans le volley, on voyait des variations à certains moments, peut-être dû au stress, peut-être dû à la fatigue aussi à certains moments, oui, mais il y avait des variations de coordination, il y a des pertes de coordination. Si on échange avec le tapis, on saute et on doit faire 15 secondes, et qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, tu vas voir aussi qu'il n'est pas stable. Il risque de bouger, sortir du tapis, avoir de la peine en fait à enchaîner, à rester sur le tapis. Parce que c'était pas un tapis qui était très large, c'était un tapis qui avait, je sais pas, voilà, peut-être 1 mètre des poussières. Ouais. Donc, il fallait rester quand même sur le tapis, quoi. Et la fatigue faisait que les gens bougeaient un peu et sortaient éventuellement du tapis. Donc, il fallait aussi qu'ils se concentrent. Donc là, on voyait des variations là-dessus. Et à ce moment-là, donc on connaît le fait qu'il y a une individualisation aussi peut-être dans la technique de saut. Mais à ce moment-là, quand vous avez fait cette expérience, est-ce que c'était... ils ont une mauvaise technique de saut parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez sûr, il y a une façon de sauter, une seule, ou est-ce que justement, vous avez à ce moment-là dit, il y a quelque chose à voir là-dedans, c'est pas forcément le problème de la technique de saut, mais c'est peut-être plus il y a une façon de sauter à chacun qui peut différer. C'était quoi, le mindset à l'époque, c'était quoi à ce moment-là? C'était lié plutôt à
nous, à la recherche de comment les amener à sauter plus haut. Donc, il n'y avait pas de questions préliminaires. C'était pas... Non, il n'y avait pas vraiment de questions préliminaires. C'était comment les amener à sauter plus haut, comment les entraîner pour sauter plus haut, comment maintenir la hauteur aussi durant la compétition, ou la qualité du saut. Parce qu'il y a des contraintes très grandes pour être au bon endroit au bon moment avec le ballon. Hein. Donc, il y a un timing qui est très, très, très élevé, enfin exigeant, on va dire, par rapport à ça. Donc, c'était plutôt ce côté qualité. Et ouais, encore une fois, les variations étaient là, on voyait bien, mais on n'avait pas encore toutes les questions, ni les réponses d'ailleurs. Mais on était à la recherche, et ça a permis de mettre en évidence des tas de choses, de mesurer plein de trucs. Et c'était en parallèle avec le fait qu'à l'époque, 92, 13, etc., les études... on va dire la formation d'entraîneur, mais 94, le travail que j'ai fait avec le Boule chez Georges-André Carré, donc la psychocinétique et la formation au volleyball, avait reçu le premier prix suisse d'éducation physique à l'école, l'association d'éducation physique à l'école. C'est un gros travail, plutôt universitaire que prof de sport à l'époque, mais on a eu l'occasion de se faire connaître un petit peu aussi. Et en parallèle, il y avait ce travail avec les gamins, l'entraînement avec les gamins, les échanges avec Ralph. Il y avait plein de choses qui gravitaient autour. Et il a fallu attendre que je passe des cadets aux juniors et aux hommes. Donc ça, j'ai dû attendre 98, où là, j'étais dans le staff de l'équipe homme. Je travaillais avec d'abord un Polonais qui a entraîné l'équipe et qui était responsable en fait de la première équipe suisse. Et c'était le papa d'un des jeunes que j'entraînais à Lausanne, André Viancek. Et son fils Piotr jouait au Luc Volleyball, donc on avait créé un sport-études. J'étais responsable du sport-études aussi à Lausanne, au niveau du volleyball, en plus d'être enseignant d'éducation physique. Et du coup, on était dans les salles de sport tout le temps, tous les jours, hein, week-end compris. Donc c'était vraiment la passion. Et en même temps, l'idée... c'était qu'on a eu la chance d'être invité en Australie par la Fédération australienne de volleyball à un moment donné. À 98, l'Australie commençait à préparer les JO de Sydney et il y avait un programme qui se mettait en place au niveau de l'équipe de volleyball australienne. Et la Suisse a accepté d'aller là-bas dans l'hiver australien. C'était pour nous l'été. Et puis il a fallu bouger là-bas pour se faire l'hiver australien. Et quand tu sors de l'hiver suisse et puis ou européen et que tu te retrouves de nouveau dans l'hiver, ça fait toujours bizarre. Mais voilà, il y avait des kangourous qui avaient de la neige sur le dos. En fait, c'était rigolo, quoi. Et on faisait même du jogging en courant après les kangourous. Je me souviens bien parce que ils avaient une distance de sécurité. Donc les gens de l'équipe suisse, ils couraient comme ça. Puis arrivé à une certaine distance, les kangourous avaient une sorte de réflexe. Ils repartaient plus loin. Puis ils attendaient, ils s'arrêtaient, puis les Suisses suivaient, puis hop, ça continuait. Donc ça faisait un mouvement d'accordéon à Canberra. Comme sur l'autoroute des vacances, en fait. Voilà, on a été à Sydney, on était à Canberra, mais on est resté pas mal à l'Institut australien du sport, l'AIS, à Canberra. On a été invité par l'ambassadeur, à tout le staff et l'équipe, puisque c'est la capitale, hein, et tout le corps diplomatique est par là autour. Et du coup, là, j'avais des jeunes qui étaient dans les équipes cadets, qui ont gravi les échelons, cadets, juniors, hommes, donc je les connaissais très bien, pour les avoir fréquentés des années. Et je connaissais leur façon de bouger, de sauter, de jouer au volleyball, etc. Leur personnalité, leur caractère aussi, un petit peu. J'avais les informations sur les questionnaires qu'ils avaient remplis à l'époque, j'avais leurs informations sur leur manière de sauter, enfin, toutes ces choses-là étaient là. Et j'avais pris dans mes bagages avec moi différents ouvrages pour continuer à étudier, puisqu'on était quelques semaines là-bas. Et j'avais pris l'ouvrage de Raymond Soyer sur les 2 marches de la machine humaine. J'avais pris avec moi l'ouvrage de Nina Nagel et les informations de Walter Lowen, plus d'autres ouvrages qui étaient aussi intéressants. Et à un moment donné, il y a une sorte de déclic. Je me souviens, c'était le soir, je compulsais les livres, etc. Et puis, je me suis dit, tiens, voilà, on a ces 2 centres de gravité, on a des gens qui ont cette marche qui vient d'en haut et qui vient d'en bas, et on a cette dichotomie au niveau jungien entre les gens qui sont plutôt dans la sensation et les gens qui sont plutôt dans l'intuition.
qui était la plus grosse dichotomie en fait de départ, qui était autant étudiée par tous ces gens-là, quoi, quelque part. Et là est venue l'idée de connecter ça ensemble. Mais en même temps, c'est ce que j'explique souvent là-dessus, c'est quand on fait une connexion de ce type-là, la première chose, c'est le doute. On se dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi simple. parce que ça paraît tellement évident que ça en devient dangereux. Les évidences en deviennent dangereuses. Comment c'est possible que personne n'y ait pensé avant? Ou comment c'est possible que personne n'y ait pensé avant et fait cette connexion, quoi. Parce que bien sûr, on étudiait la motricité, on était très branché sur le mouvement, et on savait que le mouvement est précédent, il vient avant tout le reste. Pour nous, on avait déjà cette croyance-là, et tout le reste, tous les aspects cognitifs, tous les aspects émotionnels, pour nous, venaient bien sûr après. Et le mouvement et le corps et toute l'importance du sensorimoteur étaient déjà bien présents dans nos discussions avec Ralph, et ont impacté à peu près toutes les informations qu'on essayait de récolter. Donc voilà, il y a cette idée de faire les choses comme ça et de se retrouver avec une connexion. Et je me souviens que j'y ai pas cru au début parce que c'était presque trop simple. Mais j'ai dit, OK, on va essayer de voir si les joueurs de l'équipe, si cette hypothèse, elle tient la route par rapport aux résultats cognitifs qu'on avait obtenus et qu'on avait plus ou moins validés, parce que le cognitif est très labile, donc on sait très bien que c'est pas toujours le plus porteur de vérité. Mais on avait quand même des tendances, et il est clair qu'il y avait quelque chose qui matchait entre les joueurs qui étaient là, ce qu'on voyait dans la façon de sauter, la façon de se comporter et la façon d'être en termes de sensation, d'intuition, donc d'être plus dans le concret ou plus dans l'abstrait ou plus dans l'inconnu et le connu, comme on le dit maintenant. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Si je traduis, ça veut dire que vous avez challengé le fait que les personnes, selon leur type de marche, qu'il y avait une correspondance entre le type de marche et la façon de prendre l'information, si on reprend les termes du MBTI, donc la dimension 2 du MBTI. Ouais, voilà, c'était un petit peu ça. C'était l'idée de se brancher seulement sur cette dimension au départ. Donc, voir si la position du centre de gravité qui avait été remarquée et observée par Raymond Seuillet avait un lien direct avec la dichotomie jungienne S et N. C'est vraiment le déclencheur, en fait. C'est à ce moment-là que c'est le déclencheur. T'as pas dû beaucoup dormir, je pense. Hein. Écoute, je me souviens plus, mais il faisait froid, donc tu avais envie de te mettre sous les couvertures, parce que c'est pas le chauffage qui est le truc le plus génial en Australie. Donc je me souviens qu'à Canberra, la chambre était pas hyper chaude, donc une fois que j'ai fait cette découverte, j'ai dit bon, il faut que j'appelle Ralph, mais il y avait le décalage horaire. Du coup, je l'ai appelé, je crois, le lendemain. Voilà, puis en plus, on est en 98, donc l'internet, c'était moyen encore, c'était plein de choses. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai dû faire au téléphone. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que je vois. Il y a ces informations, on avait déjà pas mal discuté là-dessus, et je dis, pour les Suisses, là, entre ce que je vois des gens, comment ils se sont positionnés sur cette dimension, et la partie centre de gravité, le type de saut, ça a l'air de correspondre. Mais lui était de retour, je crois, de l'Angleterre, en train de revenir en France et de commencer à avoir son poste à l'INSEP, à l'Institut national du sport d'expertise de la performance. À l'époque, ça s'appelait encore différemment, mais ils ont changé le nom. Et il a eu un poste d'entraîneur, ou plutôt de professeur de méthodologie du sport. Pendant 15 ans, il est resté là-bas. Et je crois qu'il était en transition justement pour aller prendre ce poste. Et il avait quand même accès à des joueurs et des personnes. Donc je lui ai dit, écoute, voilà ce que je vois. Est-ce que chez toi, ça peut jouer? Regarde de ton côté et on en discute. Mais voilà, la première liaison, elle s'est faite. Du coup, il y a eu d'autres choses qui sont venues là. On avait l'avantage aussi, c'est que j'étais en train on va dire, de rencontrer ma future femme, qui était une de ses joueuses. Et là, une ancienne de l'équipe de France, on va dire qu'elle a joué quelques années en équipe de France quand lui entraînait. Et elle sortait d'une formation de kiné, justement, à Paris. Elle a fait une école de kiné à Paris. Et elle venait en Suisse pour faire des stages et suivre des cours qui étaient donnés par Jürgen Weineck à l'époque. Donc, c'est un des pères de la biologie sportive, qui est aussi décédé maintenant, mais qui nous avait servi un peu de parrain de rencontre, voilà. Et
elle suivait des cours avec GDS, avec Godlieve de Nistreuf en Belgique. C'est-à-dire au sortir de sa formation de kiné à Paris, elle GDS, a voulu faire les chaînes musculaires GDS. Ouais, elle a fait les quelques années des week-ends comme ça avec Godlieve pour se former aux chaînes musculaires GDS. Et on avait ces informations sous la main grâce à ça aussi. Donc ça nous a permis, nous, de commencer encore à créer des liens supplémentaires en disant, voilà, les chaînes musculaires, le centre de gravité, tout ça, c'est pas quelque chose qui est forcément mis en évidence dans les chaînes musculaires, le centre de gravité par rapport à ça. Mais bien sûr, on voit très bien qu'il y a une différence en fonction des chaînes. Donc, c'était un aspect de plus qui nous permettait de remettre une couche de concret par rapport à tout ça et à se retrouver avec des informations qui étaient beaucoup plus palpables. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a développé la première situation de profilage pour savoir justement si le centre de gravité était en avant ou en arrière. Donc vous étiez toujours sur cette dimension de la fin. Toujours. Marche par le haut, marche par le bas. On cherchait d'autres choses. Intuition, sensation. On cherchait d'autres choses. Mais en attendant, il y avait... Mais c'était cette dimension-là qui était apparue en premier et qui nous paraissait fondamentale parce que bien sûr les stratégies de saut étaient très différentes si le centre de gravité était légèrement en avant ou en arrière de l'axe des hanches. Donc l'entraînement nous paraissait aussi devoir être différencié. Enfin, il y a plein de choses qui commençaient à se mettre en place. Et cette première dimension a ouvert les portes aux autres. Ouais. Donc, c'est clair que... C'était le premier domino qui a fait tomber le reste. C'était le premier domino. Et puis, quand vous faites tomber un domino sur la table de Ralph, lui, il va jouer avec, il va accélérer, il va partir dans tous les sens, il va chercher des choses. C'est un effet boule de neige avec lui dès qu'on touche quelque chose. Mais on n'avait encore aucune idée des conséquences en fait de tout ça et de tout ce qu'on allait découvrir par la suite. Donc Ralph, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un profil créatif en fait. Alors oui, créatif combinatoire. C'est créatif et combinatoire. C'est ce qu'on a compris par la suite en fait en comprenant mieux nos profils propres. Hein. C'est que moi j'étais quelqu'un de conceptuel qui avait besoin, enfin avec une formation de biologiste, donc j'avais besoin de scientifique, j'avais besoin de choses assez avérées aussi par rapport à ça, mais j'avais la curiosité quand même de m'ouvrir à des choses qui n'étaient pas encore comprises, aussi nouvelles. Et lui avait une façon donc originale d'aborder les choses, complémentaire de la mienne, avec son côté créatif dans le concept, justement. Tandis que mon côté créatif était plutôt dans la pratique. J'entraînais au quotidien, j'avais les sports-études, j'avais l'enseignement à l'école, j'avais les clubs, les équipes de clubs. Donc j'étais toujours à inventer d'autres choses sur le terrain aussi, pour pouvoir faire des pratiques aussi différenciées. Et j'étais vraiment déjà dans l'apprentissage différentiel à fond, sans le savoir en fait, parce que je connaissais pas que c'était en train de naître du côté de l'Allemagne avec Wolfgang Schölorn. Mais j'ai toujours eu cette idée de faire des variations sans arrêt. Et j'avais la chance d'avoir Arturo Otz, qui est quelqu'un aussi qui s'est appuyé sur Wolfgang Schölorn pour créer des théories de coordination qui étaient utilisées en Suisse dans le mouvement Jeunesse et Sport. Et j'ai pu développer avec lui aussi des aspects plus théoriques aussi liés à la coordination. Et tout ça venait s'emboîter ensemble. Et plutôt bien, plutôt aussi de manière un peu étonnante. C'est un peu comme l'enfant qui découvre que voilà, il y a un cube de bois qui est triangulaire avec une forme triangle, puis je le fais passer dans le trou triangulaire, et puis ça passe. Donc on a l'impression que c'est fait pour. Les choses se font comme ça. Ouais, c'est fait pour. Et puis quand tu veux forcer le triangle sur une autre forme qui n'est pas la bonne, ou le rond sur une autre forme qui n'est pas la bonne, ça ne marche pas. Donc c'était aussi ça, c'est qu'il y a des choses qui s'emboîtaient, puis d'autres qui s'emboîtaient un peu moins. Donc on était là sur les choses, ça s'emboîte naturellement ou ça s'emboîte pas en fait. Voilà. Il y a cette notion de naturel. Il y avait quelque chose qui était tout le temps, en tout cas présent dans les discussions avec Ralph, c'était l'idée du mouvement naturel. C'est-à-dire qu'on avait cette idée du sensorimoteur, du mouvement naturel, du fait que les choses étaient toujours plus efficaces lorsqu'elles étaient naturelles et que tous les éléments techniques venaient de l'intérieur. Ça, c'était un des leitmotifs de Ralph Hippolyte, c'est que la technique, ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas un troisième bras qu'on va vous coudre et vous greffer sur l'épaule, c'est l'utilisation des deux bras que vous avez déjà, qui est déjà compliqué. Au niveau possibilité de mouvement, c'est déjà très complexe.
Et le fait de faire les choses naturellement, notamment, enfin, ça ouvre notamment la porte à la performance, mais ça permet aussi de fonctionner de manière écologique pour l'individu. Alors Donc, oui, il y moins de avait l'idée blessures. d'éviter les blessures, il y avait l'idée d'augmenter la charge aussi sans avoir de blessures, d'être capable de s'entraîner en évitant de faire des exagérations. Et c'est aussi quelque chose qui intéressait beaucoup ma future épouse, donc Joëlle Feumijontou à l'époque, puisque en sortant de sa carrière de volleyeuse, elle a joué quelques années en Italie comme professionnelle, elle a joué dans différents clubs de première division français, 8-9 ans je crois en équipe de France. Et elle a été élue en plus dans l'équipe du siècle, du XXe siècle de la Fédération française de volleyball, donc elle était porteuse de notre premier enfant et avec le ballon de volley devant le ventre comme ça pour la photo de l'équipe du siècle. Je me souviens très bien de ça à Paris, c'était lors de la Coupe de France, finale de la Coupe de France, on avait été invités pour qu'elle reçoive justement son prix honorifique. Son prix honorifique, sa carrière. Voilà. Et Joëlle, ton épouse, qu'on va recevoir dans ce podcast, on espère très bientôt. On l'espère aussi, oui, si elle accepte de parler un peu de son Bien histoire. entendu, mais ça serait une bonne chose. Mais elle est sortie de sa carrière avec quelques années en Italie, où elle a appris l'italien d'ailleurs, parce qu'elle voulait toujours faire d'autres choses que du volleyball. Et elle a eu une blessure à l'épaule. Vraisemblablement, quand on le regarde maintenant avec l'œil d'Action Types, il s'est avéré qu'elle a dû forcer. Il y a eu des choses qui ont été forcées, liées justement à cette culture du volleyball, parce que c'est quelqu'un qui est très horizontal, et du coup, si elle avait rencontré quelqu'un qui lui faisait faire de la verticalité à l'attaque, donc de frapper des balles sur une posture qui n'est pas naturelle pour elle, c'est probable que c'est un des éléments qui a fait que son épaule droite a lâché à un moment donné, qu'elle a dû faire une opération. D'où la notion d'écologique que j'ai. Exactement, évoquée tout à et l'heure. de rebondir là-dessus. Et de mouvement naturel. Et de mouvement naturel. Et ce qu'on a vu, c'est que je l'ai rencontré dans les camps aux États-Unis, déjà vers les années 90, comme ça. On allait faire des camps d'été aux États-Unis où on était justement dans des camps où Ralph avait pu aussi être. Et on avait la porte ouverte pour aller entraîner. Et on s'est croisés un été là-bas. De manière très, très intéressante parce que finalement, on a fini à Broadway, on allait voir une comédie musicale qui nous intéressait. C'était Chorus Line à l'époque. Et on était les deux à aller voir ça à Broadway. Et du coup, maintenant, on a une fille qui fait de la comédie musicale professionnelle. Ce qui est un peu un truc de fou, quoi. Mais voilà, c'est pas un truc qu'on va rencontrer sur tous les trottoirs. Mais voilà, c'est comme ça s'est tourné comme ça. Et même elle ne savait pas qu'on avait été ensemble à Broadway, notre fille. Mais ça s'est fait comme ça. Peut-être que dans quelques années, vous irez la voir à Bordeaux. Ah oui. On sait jamais. On lui souhaite. On sait jamais, on lui souhaite que ça. Néanmoins, cette histoire, elle était intéressante parce que cette blessure a amené justement Joëlle à s'intéresser au fait que comment faire pour, en connaissant justement l'individualisation, pour éviter les blessures. Et comme elle a développé son métier dans le domaine, elle s'est intéressée à ça. C'est si la charge augmente, si je m'entraîne plus, qu'est-ce qui va faire que je vais me blesser ou pas me blesser ? Et comme elle a vécu ça de l'intérieur en tant qu'athlète, elle était importante dans le cadre de l'équipe de France à l'époque. Et comme en fin de carrière, quand elle a eu cette blessure et puis cette opération, Ralph l'avait quand même convoquée pour les championnats d'Europe. Et donc, elle a fait un championnat d'Europe où elle a attaqué du bras gauche, alors qu'elle est droitière. Donc, elle travaille avec le bras gauche et elle a dû trouver des solutions. Parce que voilà, dans tous les autres secteurs de jeu où elle pouvait faire les choses, elle était un élément stabilisateur de l'équipe et donc là, il ne voulait pas la laisser sur le banc. Donc voilà, elle a aussi dû se débrouiller à sa manière. Et là, elle a approché toi et Ralph du coup pour être dans cette démarche ou elle a fait des recherches de son côté qui ont fait en fait... Non, elle n'était pas dans cette démarche-là, elle était dans cette démarche personnelle par rapport à son histoire. Mais quand je me souviens quand elle est revenue en Suisse et qu'on a discuté, je dis écoute, on est en train de développer une nouvelle façon de faire les choses, etc. etc. Donc j'ai aussi commencé à allumer la mèche. Et au départ, elle s'y intéressait par curiosité, mais il a fallu attendre. On s'est mariés en 2000, donc il a fallu attendre 14 ans
avant qu'elle se dise maintenant je me forme à Action Type. Donc elle voyait tout ça qui se mettait en place, hein, puisqu'on était à droite à gauche, on bougeait. Moi en 2000 j'ai pris le poste j'étais assistant en fait de la formation francophone des entraîneurs suisses olympiques à Macolin, assistant de Hicham Montasser qui est un instructeur de la FIFA et qui avait pris le poste de Jean-Pierre Heger à la formation des entraîneurs en Suisse. Et 2 ans après, il y a eu des petits mouvements internes, et il a dû partir. Et j'ai pris la place de responsable de la formation suisse des entraîneurs suisses olympiques au niveau francophone. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés pendant 17 ans à Macolin. Ça m'a permis de continuer à développer les choses. Puisque j'avais dit à mon directeur de l'époque, quand je suis arrivé, il voulait m'engager à 100%. Je lui ai dit non, il me faut un jour par semaine de libre pour que je puisse continuer à développer l'approche, continuer à échanger avec Ralph, continuer à challenger ce qu'on avait commencé à mettre en place. Et il a accepté. En Suisse, on peut faire des choses dans ce type-là. Donc il a dit, OK, on va pas t'engager à 100%, on va t'engager à 80%. C'était Heinz Keller, hein, quelqu'un de très connu en Suisse. Et qui était un super directeur par rapport à ça. Je lui ai expliqué ce que je faisais, quoi. Et puis, il supportait le fait que les choses se fassent comme ça, quoi. Il avait sûrement perçu l'intérêt que ça pouvait constituer pour les athlètes suisses. Il y avait de l'ouverture là-dessus. Il n'était pas purement administratif, comme il y a un risque quand on prend un poste dans ce genre-là. Et en fait, c'était le poste idéal pour toi parce que ça te permettait d'avoir un laboratoire à taille humaine quelque part pour pouvoir continuer à développer l'approche et faire quelque chose de peut-être un peu plus théorique sur 1 jour par semaine pour concrétiser ça et solidifier tout ça. En fait, le destin était bien fait, quoi. J'étais à plus d'1 heure de Lausanne à ce moment-là, puisqu'on a déménagé pour se rapprocher du centre sportif suisse. Et donc j'ai dû quitter tout l'environnement du volleyball que je connaissais à Lausanne, mais tous les repères que j'avais. Hein. Mais Joël, qui était à Paris, a dû quitter aussi tous ses repères pour revenir à Bienne, donc c'était encore plus dramatique pour elle. Elle ne l'a pas regretté parce qu'elle a dit, tiens, quand je suis en Suisse, je vois les saisons. Parce qu'à Paris, elle ne voyait pas les saisons, elle voyait plutôt chaud, plutôt froid, elle me disait. Mais voilà, quand elle est venue en Suisse, elle a vu vraiment des grandes différences. Et puis, je pense elle me dit qu'elle a habité plus de 30 ans à Paris. Hein. Mais elle ne reviendrait plus à Paris habiter parce que voilà, elle aime bien voir les différences aussi au niveau de la météo, des saisons. Et la qualité de la vie, en Suisse, elle est ce qu'elle est. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On y retourne régulièrement à Paris puisque les enseignements se font aussi là-bas. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de familles aussi présentes là-bas. Mais néanmoins, voilà, le fait qu'elle ait bougé ici, elle a aussi venu intervenir, enseigner à Macolin, elle s'y intéressait. Voilà, il y a des choses qui se sont passées. On a amené beaucoup de personnes à venir présenter des choses à Macolin dans les formations d'entraîneurs. Et on en reparlera. Donc des gens qui ont justement commencé à aussi s'intéresser aux préférences et qui ont de leur côté développé des choses. Mais donc du côté de notre développement à nous, le développement de Action Type, il faut revenir en arrière à 98 justement, quand on est rentré d'Australie et que ces liens étaient faits. Je crois 99, un truc comme ça. On s'est retrouvé avec Ralph dans le nord de la France et avec notre ami Peter Murphy, qui était l'entraîneur d'équipe féminine de volleyball hollandaise cette fois-ci, et qui s'intéressait avec nous et aux éléments de Nagel aussi depuis un moment. Il avait aussi vu ça, perçu ces différences. Et il a voulu aussi inviter Nagel à venir en Hollande pour présenter des choses, mais bon, il était un peu cher. Il avait des vues très hautes au niveau du montant et le budget ne permettait pas de le faire venir. Donc, à un moment donné, début des années 2000, on est venu régulièrement avec Ralph présenter nos recherches en Hollande parce que Peter, quand il a quitté en fait son poste d'entraîneur, il a eu différents rôles, mais il est arrivé à être aussi le responsable du Master Coach, du programme Master Coach des entraîneurs nationaux de toutes les disciplines en Hollande, un peu ce qu'on faisait aussi en Suisse à Macolin. Et il nous a invités dans ce programme pour venir présenter nos découvertes à ces entraîneurs. Donc pendant 6 ans, je crois, on est allé chaque année, plusieurs fois, présenter Action Types, les développements, voilà, aux entraîneurs hollandais. Et c'est pour ça qu'une académie hollandaise est née en fait en Hollande et qui se développe très bien en Hollande avec beaucoup de succès dans différents Jeux Olympiques. Et il y avait à l'époque
toujours ces tournois sur la riviera Lémanique. Et là, on avait Michiel, un ami hollandais qui était entraîneur, qui est venu aussi dans ces tournois suivre les théories de Ralph, les discussions, etc. Et qu'on a rencontré. Et ça a changé sa vie. On aura peut-être l'occasion de l'inviter sur cette table pour qu'il explique. Pour lui, c'était un énorme chamboulement dans sa vie, personnelle, professionnelle, etc. Et il en parle encore. Il vient d'arrêter maintenant d'être à la retraite comme enseignant à l'école. Et dans son speech de fin de carrière, il parle de ça et de la rencontre avec Ralph et moi-même. Et puis de toutes les implications qui ont eu, l'impact que ça a eu sur sa vie et sur son évolution. Il est maintenant responsable d'académie avec des autres Hollandais. Peter s'est retiré parce que, bien sûr, il a un certain âge. Il est un peu plus âgé encore que Ralph. Mais ça a été le premier aficionados du système et le premier praticien. Et il était là, justement, dans le nord de la France, en 99, avec Ralph. Quand j'ai créé le nom Action Types, on cherchait, il y avait le Brain Types de Nidnagel. Voilà, il y avait cet aspect cerveau, profil, etc. Mais nous, on avait l'idée du mouvement, de l'action, et donc je dis, il faut qu'on mette à la place action types, le profil d'action, parce qu'il faut que l'action, le mouvement, soit là. Si on parle que du cerveau, etc. On n'était pas là-dessus. Même en tant que biologiste, pour moi, je voyais le cerveau comme un organe du corps, donc un produit du corps nécessaire pour la coordination, mais pas comme l'élément le plus important. Il est important, bien sûr, il est capital. Néanmoins, c'est quelque chose qui s'est développé par rapport aux besoins corporels du mouvement, de la coordination. Donc, le fait de mettre Action Types, on a rajouté un S donc, au fur et à mesure des années, parce qu'il y avait plusieurs profils d'action. On s'est rendu compte de la complexité. Au début, c'était Action Type sans S. Mais c'est aussi parce que simplement, je crois que le terme Action Type est utilisé dans d'autres domaines comme la typographie, un truc comme ça. Et je crois que dans le site internet qu'on voulait au départ, il n'était pas libre, le fameux Action Type. Donc en mettant un S, on avait le site. Voilà. C'est des gens de bêtises comme ça, des petits détails qui font qu'on se retrouve, on se retrouve sur une destinée qui est un peu différente, un chemin qui est un peu différent. On est beaucoup sur l'évolution d'Action Type, beaucoup sur le volley. Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont d'autres sports ou d'autres. Il y a eu ce déclic du coup avec Peter Murphy, avec cette académie en Hollande. Ouais, elle est venue petit à petit. Sans vouloir refaire le CV d'Action Type sur les Jeux Olympiques, le nombre de médailles, etc. Quand est-ce que ça a commencé à se dupliquer sur d'autres sports collectifs, avec d'autres entraîneurs reconnus que tu as pu former, etc. Quand est-ce qu'il y a eu ce pont entre le volley et les autres sports? Et après, on parlera peut-être de l'entreprise aussi, puisque c'est présent aussi en entreprise. Alors, ça s'est fait en parallèle en Hollande, en France et même en Suisse. Hein. Tout s'est fait un peu en parallèle. Les choses se font malgré nous. Hein. C'est-à-dire que nous, on lance des pierres dans la rivière, dans le lac, des cailloux, ça fait des vagues. Au départ, on ne visait pas forcément ce qu'on a atteint maintenant. Bien sûr. C'est clair. Mais il y avait l'idée d'utiliser ce qu'on avait commencé à mettre en évidence dans différentes disciplines sportives qui étaient ouvertes en fait à essayer certaines choses. Donc Ralph a beaucoup commencé par se poser des questions dans le golf, alors que c'est pas un golfeur, il n'a jamais tapé une balle de sa vie, mais il avait l'idée que dans le golf, qui est un sport puisque Jean-Michel était à fond là-dedans, qui est un sport qui est quand même planétaire, avec un énorme, on va dire... potentiel de développement. Ouais, un énorme potentiel, ça continue, ça doit être le sport qui publie le plus au monde chaque mois, et le nombre de magazines. Le plus pratiqué au monde. Voilà, donc c'était un truc qui intéressait Ralph, nous au challenge pour un compétiteur comme lui. Et donc, du coup, il a commencé à faire passer un peu ses idées dans le golf avec différentes personnes et à vouloir peut-être suivre aussi certains joueurs, etc. Donc, aider, développer. Et il avait la chance d'être à l'INSEP. Donc, à l'INSEP, c'était aussi considéré comme quelqu'un de particulier. Il s'était mis tout le mouvement de la psychologie sportive à dos un petit peu à un moment donné. Ça s'est bien calmé par la suite parce que les gens ont bien vu que voilà. Mais les athlètes préféraient de loin, à son époque, travailler avec lui que de travailler avec le domaine de la psycho. Parce qu'on était sur le corps. Parce qu'il avait une approche très directe, très concrète, très performance, etc. et moins cognitive. Donc, effectivement, plus sur le corps. Et ça passait mieux pour les athlètes qui, ce ne sont pas des gens qui adorent remplir des questionnaires et se prendre la tête pour tout et pour rien. Donc, le fait est dès qu'on a développé ces premières situations pratiques
pour trouver le centre de gravité et qu'on a eu ces idées d'aller chercher d'autres paramètres, Ralph a eu c'est son génie combinatoire qui a fait que voilà, il a avec notre expérience du volleyball, on voyait bien que les gens attaquaient différemment. Et là, les premiers points structuraux sont arrivés avec le côté associé, dissocié, le point mobile, le point stable. Tout ça, c'est arrivé. Encore pas forcément avec la compréhension qu'on en a aujourd'hui parce que ça a encore bien évolué. Mais l'importance du point mobile est arrivée parce que justement, dans le volley, on voyait des gens qui attaquaient d'une certaine manière en dissociant les épaules des hanches et des gens qui ne le faisaient pas, beaucoup moins. Donc voilà, l'émergence, il doit y avoir bien sûr des zones au niveau de la colonne vertébrale qui se coordonnent différemment entre les gens qui dissocient leur ceinture et ceux qui les associent, comme ça qu'on les avait appelés au début. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des choses derrière cachées, quoi, qu'on ne soupçonnait pas à l'époque. Donc, point mobile haut, point mobile bas, associé, dissocié, est-ce que tu peux expliquer? Point mobile, point stable, ouais. Simplement, c'est le fait que dans un corps humain, vous devez avoir ce qu'on appelle une cohérence totale, c'est-à-dire une coordination qui fait que tout ce qui se passe en bas de votre corps et en haut de votre corps soit relié dans les deux sens. C'est-à-dire si quelque chose demande une adaptation, vers le haut ou vers le bas, ça doit se faire assez rapidement. Il ne doit pas y avoir d'hésitation ou trop d'hésitation parce que la blessure vient souvent quand on force, quand on hésite, quand on a des doutes dans le geste, quand on réfléchit trop, quand il y a des choses comme ça. On va créer des surtensions et on peut bien sûr se blesser, en tout cas créer un terrain pour la blessure. Mmh. Donc le fait est qu'en voyant ces différentes techniques d'attaque, on s'est dit, bien, il doit y avoir un lien entre ce qu'on a découvert et ces façons d'attaquer. Et comme on était à fond dans le volleyball, bien, ça nous a permis de checker l'hypothèse de Ralph sur l'histoire du point mobile. C'est qu'il y a des personnes qui ont justement un point mobile qui est en haut, qui est au niveau de la 8e vertèbre thoracique, qui est un endroit qu'on a vu après où il y a beaucoup de possibilités de rotation, beaucoup de possibilités de faire un coiling, un contre-mouvement en fait entre les vertèbres adjacentes, qui permettait en fait aux épaules de tourner de manière plus ou moins indépendante par rapport aux hanches. Okay. Ouais. Et quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans le golf, et c'est pour ça aussi que ça a permis en fait de connecter le golf et le volley, parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui demandaient en golf à avoir le facteur X, la fameuse dissociation, des gens qui prêchaient qu'il fallait passer par cette forme-là pour obtenir de la puissance. Le facteur X, c'est ce qui est préconisé dans l'enseignement traditionnel de golf, et on voit bien que pour les gens qui ne sont pas concernés par cette caractéristique, il y a très rapidement des blessures, des douleurs au niveau du bas du dos. Et c'est très facile de les libérer de cette contrainte simplement en modifiant l'écartement des pieds à la posture, en fait. Oui, il y a toujours des solutions hyper simples, mais en même temps, les croyances que voilà, si on n'a pas la capacité de bouger les hanches et les épaules de manière, on va dire, libérée, voilà, alors que quelque part, c'est un jugement. Libéré de quoi? On n'y arrivera pas. Mais en fait, on voyait très bien qu'il y avait des joueurs de haut niveau comme Ernie Els, parce qu'on a étudié comme ça pas mal de joueurs, on a essayé de commencer à profiler à distance les joueurs, et on voyait bien que ces gens-là, ils n'avaient pratiquement aucune dissociation entre les épaules et les hanches, et puis voilà, il était 3e mondial à l'époque, je crois, ou 2e, je sais plus. Enfin, ça jouait très très bien. Ça jouait très très bien, et il y arrivait bien, et donc il a été pas blessé. Voilà. De manière extrêmement fluide. Et hyper fluide. Regarde le swing, hyper fluide. Une fluidité rare en fait. Voilà, on l'avait profilé dans ce qu'on appelle nous le G, donc le mode global, où le point mobile était en bas, le point stable est en haut, donc tout bouge ensemble, et il était hyper fluide, et puis c'est costaud. Très costaud. 3e ligne de rugby plutôt. Un peu ça, voilà, et qui était hyper fluide en plus, donc voilà, puis il y avait l'arrivée de Tiger avec beaucoup de dissociations, enfin pas mal de dissociations, et d'autres éléments qu'on observait à droite et à gauche. Donc voilà, Ralph s'est fait un nom dans le golf à l'époque, jusqu'au point qu'on s'est décidé en 2009-2010 à les filmer pour faire un DVD dans le golf. On a décidé de mettre les bases en fait des 4 motricités dans le golf et de créer un DVD d'introduction pour sensibiliser les golfeurs aux différences. Et on est allé au golf de Molietz
filmé avec notre ami Maximilien Urfer et Steve Ray et différentes personnes pour pouvoir présenter justement les différences au niveau du golf. Voilà. Steve Ray, les golfeurs apprécieront, qui est aide pro au golf de Crans-Montana, c'est ça? Non, il était pro au golf de Crans-Montana, mais maintenant il a un rôle pour la Fédération Suisse, ou l'Association Suisse du Golf. Il a eu plusieurs rôles différents, mais c'est quelqu'un qui est venu se former à Macolin, justement, et l'histoire était intéressante. J'espère qu'on l'aura aussi une fois autour de cette table, parce que il était toujours très choqué, parce que moi, je ne l'avais jamais vu jouer au golf à l'époque, mais il venait à Macolin. Nous, on développait déjà Action Types à un rythme effréné à l'époque, et puis on s'est avéré qu'on avait été capable de lui dire comment il swingait au golf, sans l'avoir vu jouer une seule fois. Et ça l'a choqué, parce qu'il dit, mais comment, voilà, moi j'ai vu tous les gens de la Terre et de l'univers pour le golf, personne n'a jamais pu me dire avant de me voir jouer comment je swingais. Et donc ça l'a quand même pas mal bousculé, et il est venu du coup se former, et il utilise ça toujours de manière assez intensive. J'ai vécu la même expérience au golf de Dolce Frégate, dans le sud, il y a quelques années, où, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai été découvrir ce golf, et il se trouve qu'il était en relation avec un des pros locaux, et effectivement, on avait passé ensemble un petit moment au cours duquel je l'avais profilé. Et pareil, il avait été sidéré de voir que en l'espace d'un quart d'heure, j'étais capable de lui expliquer sa façon préférentielle de swinger, en fait, parce qu'on peut swinger de différentes manières, mais il avait trouvé ça assez bluffant, effectivement. Il y a une vraie surprise, il y a un vrai effet waouh quand on profile les individus, en fait. Alors, c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas conscient, hein. Notre motricité, elle a ses aspects automatiques, ses aspects naturel et automatique, et on n'en est pas conscient, donc on réfléchit pas à son mouvement, et on sait très bien que si on le réfléchit, c'est pas une bonne nouvelle pour la qualité du mouvement et la coordination. Moins on pense, mieux on joue en général. Voilà, et donc si on fait confiance à ce naturel, c'est clair que c'est un des principes hyper importants qu'on avait, le mouvement naturel. Le premier principe qu'on a développé avec Ralph, c'était le principe de l'unicité. Voilà, tous les gestes sont uniques, tout individu est unique, on avait profilé des jumeaux, des vrais jumeaux, même une fois des triplés. 3 garçons de 7 ans et des poussières qui est parfaitement identiques, heureusement habillés différemment, mais c'était 3 profils différents, vraiment 3 personnalités différentes. Ça avait aidé les parents, hein. Les parents étaient venus se former à faire la formation de base. Et on a voilà, cette unicité qui est le premier principe, et le deuxième principe, c'est le mouvement naturel. C'est vraiment que le corps a ses raisons que la raison ignore. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est unique et qui est toujours différent et qui est naturel. Il y a toujours du « et » là-dessus. Et le dernier, c'est la diversité, c'est-à-dire que le fait que cette diversité doit être présente pour maintenir la richesse en fait du système. Donc faire attention à pas faire de copier-coller, mais à mettre en évidence les différences pour que la diversité puisse exister. D'où l'idée, si je ne m'abuse, de Pierre Campignon, qui est de dire qu'un mouvement ne s'apprend pas, il se libère. Philippe Campignon, ouais. C'est comme la respiration, ça s'apprend pas, ça se libère. Exactement. Qu'il a écrit dans un de ses livres. Absolument. Oui, et ça, c'était une phrase qu'on a reprise parce qu'elle était super intéressante, de comprendre que les choses se mettent en place malgré nous, quoi. Je veux dire, malgré nos intentions, quoi, simplement. Donc on s'est retrouvé, voilà, à trouver de plus en plus de paramètres. Libérer le mouvement pour être le plus naturel possible, le plus performant possible, le plus écologique possible. On en revient toujours à cette question essentielle, de mon point de vue, de l'écologie de l'individu. L'écologie de l'individu, et le fait aussi que si on comprend qu'en nous, on a ces solutions naturelles, qu'on a tout ce potentiel, eh bien, on n'a qu'une seule chose, ou une seule condamnation, c'est de se faire confiance. Si on peut appeler ça une condamnation. Mais se faire confiance, c'est le truc le plus compliqué, parce que tout le monde va chercher justement des solutions à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et Ralph avait vraiment cette idée de regardons d'abord à l'intérieur, allons chercher ce qui se passe à l'intérieur avant de faire quelques modifications extérieures, quoi. Et les repères, les cultures, comme on parlait des différentes écoles, elles ont un impact énorme sur tous les sports. Et comme nous, on était à fond dans le domaine sportif de haut niveau, eh bien, on pouvait voir, bien sûr, que telle culture était impactée par telle motricité ou tel truc. Voilà. Mais il y avait un peu de tout. Mais il y avait un modèle
dominant, on va dire, de la culture sportive, qui était le modèle de la finesse, de l'œil main, l'œil pied, donc de la dextérité. Profil comme Michael Jordan, par exemple. Un profil comme Michael Jordan, voilà. Donc on a un profil Ou Zinedine indirectement. Zidane. Ou Zidane chez nous. Ou Zidane chez nous. Voilà, il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont cette motricité comme système principal, tout simplement parce que c'est des gens qui aiment bien jouer avec les balles, avec les cannes de hockey, les clubs de golf, etc. Ouais, puis au-delà de ça, c'est visuellement très esthétique comme manière de jouer, je trouve. Voilà, et souvent l'esthétisme est venu en fait court-circuiter en fait le système, parce que voilà, si c'est esthétique, les gens disaient ça va être aussi efficace. Mais il y avait une sorte de modèle esthétique qui est prédominant, qui est venu impacter un peu toutes les catégories et tous les sports. Et qui ne convient pas à tout le monde. Et qui ne convient pas à tout le monde. De loin pas à tout le monde. Et pourtant, tout le monde essayait de le faire, et avec plus ou moins de bonheur du coup. Et c'est dommage parce qu'on passe certainement à côté de potentiels champions quand on les fait jouer d'une certaine manière, quel que soit le sport, alors que c'est pas la manière avec laquelle ils devraient réaliser leur mouvement en fait. Bah, le plus compliqué, ça a été justement d'enlever le pouvoir de l'entraîneur, d'enlever le pouvoir des gens qui accompagnaient les athlètes pour le redonner aux athlètes. Et sortir du prescriptif, arriver à faire émerger les choses de l'intérieur. Tout ça, ça nous a permis de développer tous les derniers éléments d'Action Types, parce que on avait depuis le départ ces idées, cette philosophie d'aller voir à l'intérieur si j'y suis, d'abord, et pas à l'extérieur. Et ça a permis d'aller très loin, de rencontrer plein de gens aussi super intéressants qui nous ont amené d'autres éléments, comme justement les profils de motivation. Ou d'intégrer l'apprentissage différentiel avec Wolfgang Scherland, parce que nous, en tant que praticiens, on voit certaines choses. Et notre rôle, je pense, c'est d'amener les gens à expérimenter différentes choses pour qu'eux ressentent ce qui leur convient le mieux, parce qu'en fait, la personne qui se connaît le mieux, c'est l'individu lui-même, en fait. Ouais, en tout cas, c'est lui qui a un accès direct. Alors, il ne connaît pas forcément toujours le mieux, potentiellement oui, parce que si on dit connais-toi toi-même, c'est pas pour rien, c'est justement qu'on ne met pas souvent beaucoup d'énergie pour apprendre à se connaître, parce que notre attention est tournée vers l'extérieur. Et remettre de l'attention sur soi-même, c'est un des éléments qui est fondamental dans l'approche. Tout à pour fait. Que chaque personne puisse vraiment prendre la mesure, en fait, de son propre potentiel. C'est plus compliqué. Je l'ai expérimenté ça tout récemment, samedi, en l'occurrence avec mon épouse Joël, puisqu'on a été... je l'ai accompagnée pour qu'elle s'entraîne au golf, et je lui proposais différentes choses, différentes postures, différentes positions, différentes façons de swinger, différentes choses en termes de respiration. Swinger plutôt dans l'inspire, swinger plutôt dans l'expire. Elle a expérimenté les deux possibilités, puisqu'il y en a deux à chaque fois, et elle validait avec son ressenti la trajectoire de la balle, la fluidité de son mouvement, son équilibre en fin de swing, que, effectivement, potentiellement, c'était quelque chose qui lui convenait ou pas. Et ça lui a permis, technique de l'entonnoir, d'affiner son swing et de produire des gestes plutôt très corrects en termes de performance et reproductibles. Typiquement de l'apprentissage différentiel, oui, tout à fait. Et on sait que c'est certainement la méthode d'apprentissage la plus naturelle qui existe. Et la plus puissante. La plus puissante parce qu'elle est naturelle, justement. Et aussi la plus écologique, parce qu'elle permet à l'individu de se situer dans son contexte sans lui imposer des limites, des fermetures, des choses comme ça, ou des croyances sur telle et telle... Et une chose très importante, parce que c'est ce qu'on cherche à faire avec Action Types, me semble-t-il, quand on parlera peut-être un jour prochain dans un nouveau podcast de déontologie, l'idée, c'est de faire en sorte de rendre les gens autonomes et responsables. Voilà, surtout pas de les inscrire dans la dépendance. Non, surtout pas, surtout pas. Je pense qu'on en fera une partie sur la déontologie à la fin de l'épisode. Là, on parle beaucoup de sport. Action Type, c'est issu du sport. Mais il y a aussi un endroit dans lequel Action Type est extrêmement utilisé, notamment aujourd'hui. C'est dans le monde de l'entreprise. En plus, on a la chance d'avoir deux personnes dont c'est le métier d'intervenir en entreprise avec Action Type. Bertrand, comment est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce qu'on pourrait utiliser du coup ça, les préférences motrices, le sensorimoteur, dans un univers qui est autre que le sportif, qui est plus dans l'entreprise. Je vais rapidement donner la parole à Sophie, là, pour qu'elle en parle aussi de
de tout ce qu'elle a fait justement au niveau de l'entreprise à ce niveau-là, mais disons que très vite on s'est intéressé à l'utilisation d'Action Type en entreprise parce que la recherche de performance, elle n'est pas liée qu'au sport, elle est beaucoup liée à l'entreprise. Et au point que justement, on est en train de remettre la notion de performance sur le tapis. Parce qu'il y a une chose à comprendre quand on parle de performance, c'est que comme elle dépend de beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas contrôler d'ailleurs. Et avoir un peu la conscience de ce qu'on est capable de faire en termes de contrôle et ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est aussi un peu la sagesse du système. Il s'agit maintenant, et on sait, de trouver des systèmes qui sont plus robustes, qui sont plus solides, qui sont plus adaptables, qui sont moins fragiles. Et la performance, c'est quelque chose de très fragile. Et c'est pour ça que les gens, quand ils gagnent une fois, ils n'arrivent jamais à gagner une deuxième fois avec les mêmes conditions et les mêmes circonstances. Et c'est aussi pour ça que dans le profilage, on a des variations, parce qu'il y a un système adaptatif derrière qui est très complexe, mais qui est hyper efficace et hyper puissant. Donc, dans l'entreprise, on a commencé à faire des interventions il y a déjà pas mal de temps avec Ralph dans les premières entreprises. C'était former des gens de l'EM Lyon, l'école de management de Lyon. On a fait pas mal d'années de formation des cadres de l'EM Lyon qui travaillent avec des entreprises en plus d'enseigner. C'est des gens qui sont dans une double tâche. Hein. Ils bossent avec des entreprises, l'école bosse avec des entreprises, forme des entrepreneurs et forme des managers, etc. Et du coup, on a aussi bossé dans d'autres boîtes. On s'est mis avec d'autres personnes, d'autres consultants aussi, pour accéder à d'autres boîtes. Il y a eu beaucoup d'interventions en France avec Carrefour, avec même Canal+, avec d'autres personnes, grâce à des personnes avec qui on avait des collaborations. Et puis, on a développé, en fait, où on a cassé peut-être une croyance que, en entreprise, c'est pas utilisable parce qu'on passe par le corps. Au contraire, on s'est très vite rendu compte que les gens de l'entreprise étaient comme les athlètes. Des gens très intéressés par le fait d'utiliser d'autres moyens que le cognitif, que le questionnaire, pour pouvoir faire émerger des choses. Et ça, c'était vraiment la chose numéro 1, c'est de casser une croyance par rapport au corps et l'entreprise, et de leur proposer de vivre des choses plus physiques. Oui. Et ça surprend. Ça surprend beaucoup de personnes. Ça surprend et ça impacte, parce que moi je me rappelle, il y a quelques années, en ayant repris mes études dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais été amené à passer des tests MBTI. J'avais répondu spontanément au questionnaire, le profil me correspondait, on m'avait expliqué, tu fonctionnes plutôt comme ci, comme ça, ok, super. Quand j'ai été profilé pour la première fois par un praticien Action Types, l'impact a été dingue par rapport à ce que j'avais vécu au travers de ce questionnaire. Quand bien même il avait été très bien fait, l'accompagnement était parfaitement ok, le résultat était en phase avec la façon dont je me percevais, mais l'impact quand on passe par le corps est juste fou. Ça s'inscrit beaucoup plus dans le corps justement, donc c'est beaucoup plus impactant, ça s'inscrit dans la durée, on est marqué à vie en fait par un profilage Action Types. Et ce qui est intéressant, Sophie, je pense que tu l'as expérimenté aussi, c'est que quand on profile des équipes de collaborateurs, ils voient qu'ils ne réagissent pas les uns et les autres de la même manière, et ça apporte énormément de compréhension. Des gens qui ont du mal à travailler ensemble comprennent que c'est juste parce qu'ils sont de manière innée, qu'ils ont un fonctionnement différent, et on peut amener des gens qui avaient du mal à s'entendre à collaborer de manière très étroite. Donc c'est extrêmement puissant et intéressant dans le monde de l'entreprise. Oui, on fait tomber un petit peu des barrières en fait quand on fait le profilage avec l'équipe. Le fait que ça passe par le corps, qu'on ne soit pas justement tout le temps dans le cognitif, ça se fait même de manière ludique. Donc tout le monde rigole, il y a un petit peu comme un relâchement qui se passe. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, mais tu fonctionnes comme ça, mais je comprends mieux. Et puis alors, ça blague plutôt. Et on fait tomber les barrières, en fait, complètement. On relativise les choses. Ah oui, ça passe beaucoup mieux. Et on sort du jugement par rapport à des différences qu'on vit, quoi. C'est ça.
Et en termes d'expérience de team building, c'est extrêmement puissant parce que ça apporte un vécu commun ultra fort qui est un vrai levier de performance collective dans les entreprises où on intervient. Tout à fait. Le vécu partagé, c'est ça qui est intéressant. C'est que Action Types donne un référentiel, mais un référentiel propre à l'individu et en même temps qui peut être commun à l'humanité, c'est-à-dire savoir, voilà, on a ces dimensions qui existent, on a ces combinaisons de préférences qui existent. Il n'y a aucun jugement lié à ça, il n'y a pas de positif, de négatif, il y a juste, en gros, le fait que les différences, elles sont des outils de transformation, des outils de développement, des outils de progrès, dès le moment qu'on les nourrit, dès le moment qu'on n'en fait pas un problème. Et l'idée, c'est de sortir de cette idée de faire des problèmes, parce que ça, les êtres humains, ils sont hyper créatifs dans la notion de problème. Donc, c'est d'arriver à comprendre que si je m'appuie sur ce que tu appelais les forces, hein, mais nous, on appelle ce qui est disponible à un moment donné. Si je m'appuie sur ce qui est disponible, automatiquement, je vais pouvoir m'exprimer écologiquement. Ça veut dire en utilisant mes ressources, sans créer de problème chez moi, sans créer de problème chez les autres, etc. Et donc, c'est cette idée d'être constructif qui est hyper important pour nous, c'est-à-dire d'utiliser notre puissance ou ses forces pour bâtir des choses communes, en commun, et construire pour l'avenir. On a toujours eu cette pression en disant que c'est extrêmement facile de détruire, on va dire, c'est très rapide de détruire quelque chose. Mais c'est très. Ou quelqu'un. Et c'est très compliqué de construire, de nourrir cette confiance, d'aller au bout d'un système qui permet à l'individu de s'épanouir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile en même temps. Voilà. Donc la robustesse, ça vient par le fait qu'on comprend qu'on est adaptable, qu'on comprend qu'on a plein de ressources en nous, on n'est pas limité comme peut-être notre éducation voudrait bien nous le faire comprendre. Mais c'est ce qu'on appelle typiquement quand on intervient en entreprise auprès de managers, on a un programme de formation qui s'intitule le manager agile en fait. C'est savoir comment je fonctionne naturellement, comment je fonctionne sous stress, qui est Gilles Qui est Gilles dans un contexte favorable ou défavorable et comment je m'adapte parce qu'on agit différemment selon le contexte auquel on est confronté et c'est intéressant de comprendre les tenants et les aboutissants pour être capable d'assumer toutes les situations qui se présentent en fait. C'est ça. En fait l'idée c'est de l'ouverture, c'est une ouverture. C'est de l'ouverture et pour les commanditaires, quand on discute avec des commanditaires en entreprise, l'idée c'est des termes auxquels ils sont sensibles, c'est quand on commence à parler de bien-être et de performance, tant au niveau individuel que collectif. C'est quelque chose qui les marque parce que évidemment le turnover en entreprise, les arrêts maladie, c'est des choses qui coûtent très très cher et le fait de pouvoir fidéliser ses collaborateurs parce qu'on s'intéresse à eux, on leur apporte de la reconnaissance, on leur permet de s'exprimer, on les installe dans les meilleures conditions possibles, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant et ça a un coefficient multiplicateur sur la performance de l'individu et donc des résultats de l'entreprise. Je rebondis sur la performance, puisque tu parlais de cette notion de performance. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire une performance durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une performance sur la force, en fait, effectivement, qui va le faire une fois. Hein, on va faire un one-shot, c'est bien, mais ça a demandé effectivement parfois beaucoup d'énergie. Et ça n'amène pas forcément, effectivement, à ce moment-là, le bien-être. Il n'y a pas l'équilibre entre les deux. Et l'idée, c'est de dire, et si on allait vers une performance durable qui va nous permettre effectivement d'être dans la durée et de reproduire un peu cette performance. Et ça parle beaucoup aux dirigeants. J'avoue que ils disent oui tiens pourquoi pas et ça va amener un mieux-être en fait au niveau collectif, au niveau de l'entreprise. On est moins effectivement sur la force, sur la fatigue, sur l'épuisement. Et on arrive à regarder aussi ce qu'on sait bien faire. Parce qu'en entreprise, moi j'ai
c'est assez rigolo. En règle générale, quand je vois un dirigeant ou un manager, et je dis, bon, bah alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous apporter? Et première chose, alors voilà ce qui ne va pas. Alors, dans l'entreprise, ça ne va pas, ça ne va pas. Toujours, et à un moment donné, je dis rien, j'écoute, et qu'est-ce qui va bien? J'aimerais bien déjà voir ce qui va bien. Mais là, en général, il y a un temps de silence. Il y a un blanc. Il y a un blanc, en fait. On a un petit temps comme ça. De quoi parle-t-elle? Pour quelle raison je vais parler de ce qui va bien? Justement, on va peut-être aller s'appuyer là-dessus. Et le reste va peut-être effectivement arriver à se moduler. Et ça, c'est ce qui est intéressant, en fait, dans la vision d'Action Types. Comprendre où sont les fondations. C'est ça. Si les fondations sont là, aucun problème de rajouter des choses. Hein. C'est ça. Mais si les fondations sont pas là, ben voilà. Il peut y avoir des sables mouvants. Hein. C'est plus fragile. Ouais, c'est plus fragile. Mais je pense que ça peut être quelque chose, ça, comme le sport, comme l'entreprise, comme d'autres sujets qui peuvent être abordés sur des épisodes complets. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que vous avez des anecdotes à raconter. Je pense que Bertrand, sur le sport aussi, d'en avoir pas mal. Donc, j'aimerais revenir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, c'est très facile de détruire quelque chose, de détruire quelqu'un. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire un petit... quelques minutes sur la déontologie du coup d'Action Type? On sait que c'est une approche qui est quand même assez puissante, qui peut être... qui a vocation à être utilisée pour quelque chose de bien, pour faire grandir, pour la performance, etc. En termes de déontologie, Action Type, comment ça se situe? Ben pour resituer les choses justement dans le contexte, on va dire que c'est une approche déjà. Hein. Nous, on ne considère pas que Action Types c'est une méthode, mais c'est une approche. Pourquoi? Parce que c'est un contexte qui a une philosophie de travail. Et lorsqu'on s'occupe des gens, et particulièrement des choses naturelles chez les gens, il y a bien sûr un respect à mettre en place, un respect très fort à mettre en place. Et cet aspect respect, il est hyper important parce que la tendance, quand on vous donne une boîte à outils comme celle d'Action Types, cette tendance, elle est dans allez, je vais prendre ces outils puis je vais aller bricoler. Et l'idée d'Action Types, c'est pas de bricoler justement, c'est pas d'aller faire du bricolage pour faire du bricolage, c'est d'aller répondre à des besoins avérés, des besoins qui ont été exprimés. Après, il y aura bien sûr aussi des besoins cachés. Hein. Mais il y a d'abord des besoins exprimés ou des besoins qu'on a observés dans une équipe de management hein, aussi, ou dans le sport. Et à partir de là, donner de la puissance et du pouvoir à l'athlète, de l'autonomie, et pas utiliser les outils comme un levier de pouvoir, comme un levier pour se mettre en avant, quoi. Parce qu'il y a le risque quand on a ce côté magique du profilage ou ce côté magique d'avoir des informations inconscientes sur le fonctionnement de l'autre, et il est de prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est toujours le danger des outils. C'est le danger de tous les bras de levier qu'on peut mettre en place. C'est, OK, pourquoi je fais ça? Pourquoi je profile les gens, etc. Et le pourquoi, il n'est pas pour moi me rendre plus fort. Il est pour que je puisse permettre à l'autre, justement, de construire sur des bases qui sont solides. Et moi, bien sûr, je vais profiter de cette situation, profiter du fait qu'il y a des choses qui se passent entre moi et l'autre. Mais c'est des conséquences naturelles du fait que je vais apprendre de l'autre, parce que bien sûr, comme chacun est différent, le travail que je vais faire avec tout individu va m'amener en retour plein d'éléments qui vont, moi, me construire dans le temps. Mais dans le moment, c'est permettre à l'autre de se construire. Et au niveau de la déontologie, pas de prise de pouvoir. Pas de prise de pouvoir. C'est un peu comme, on va dire, l'outil dont tu parles, c'est un peu comme un scalpel. Si on le met dans des personnes bien intentionnées, des chirurgiens, ça peut sauver des vies. Si on le met sur des personnes mal intentionnées, ça peut détruire, quoi. En noter, ouais. Donc, sans vouloir faire une comparaison trop... La déontologie, elle est sur la personne coachée. C'est un cadre complet qui est basé sur des valeurs, qui est basé sur... Il y a une mission, c'est reconnaître l'individu pour ce qu'il est, hein, pour qui il est, avant de le reconnaître pour ce qu'il fait, reconnaître pour qui il est. Et comme il a un statut d'être humain, il a un statut d'être vivant, il a automatiquement ses forces et son bagage, ses ressources avec lui. Et ma responsabilité en tant qu'accompagnant, c'est pas de prendre du pouvoir, c'est de l'accompagner, c'est justement
de lui ouvrir des portes qu'il peut prendre ou qu'il ne peut pas prendre, hein, mais de faire en sorte que quand il a envie de se développer, qu'il court, que la porte ne soit pas fermée, mais qu'elle soit ouverte. Et après, les choix, bien sûr, lui reviennent. C'est pas à moi de prendre la responsabilité de ses choix, de faire quoi que ce soit pour lui. Hein. On a un rôle d'amplificateur, on a un rôle de personnalisateur, on a un rôle de personne qui amène le potentiel éventuellement à s'exprimer. Mais jamais un rôle d'enfermer qui que ce soit dans quoi que ce soit. Jamais un rôle de dire aux gens qui ils sont, parce que c'est pas l'objectif. On va les accompagner pour qu'ils le découvrent, mais on va surtout pas les enfermer dans quoi que ce soit. Ouais. Et c'est pas des boîtes. Hein, les profils cognitifs, c'est pas des profils de personnalité comme ce que certains pourraient dire. C'est plutôt des profils cognitifs au sens propre du terme. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens parlent de personnalité. C'est pas de la personnalité. Action Types ne s'intéresse pas en premier lieu à la personnalité. On parle de profil d'action. C'est profil d'action. En fait. C'est comment je fonctionne, comment tous ces aspects sensorimoteurs sont organisés. Et il y aura bien sûr des conséquences sur l'émotionnel, sur le cognitif et sur la personnalité. Bien sûr. Parce que la personnalité va se forger, se bâtir sur le sensorimoteur. Et sur les expériences, sur le passé, sur peut-être des traumatismes qu'on a pu avoir, etc. Oui, il y a plein de choses qui vont... Il y a bien les bases dessous, mais c'est pas la personnalité. Un profil d'action, c'est un profil d'action. C'est-à-dire comment les choses bougent, comment les choses se coordonnent au niveau moteur et au niveau sensoriel. J'ai une phrase que je fais très fréquemment pour dire qu'avec le même profil moteur, vous pouvez être un tueur en série ou bien vous pouvez être élu pape. Un bienfaiteur, voilà. C'est pas lié à ça. Donc, il faut faire attention à éviter des raccourcis lorsqu'on parle de profil, de motricité, etc. Les raccourcis, ils n'existent pas. Donc, il n'y a pas de catégorie qui enferme. Au contraire, connaître ses bases sensorimotrices, connaître son profil d'action, c'est plutôt comprendre où se trouve la liberté d'action, où se trouvent les potentiels et la responsabilité ou les responsabilités qui viennent avec. Donc, dès le moment où je te montre tes forces ou ce qui marche très bien, ce qui est prêt, je te montre aussi des outils que tu pourrais utiliser aussi pour construire ou pour détruire. Donc, quand tes forces sont présentes, quand tu es là, tu as une responsabilité qui vient avec. Tes forces, c'est des responsabilités à assumer. Et les forces, on sait qu'elles sont bien sûr liées à un contexte. C'est-à-dire que ce qui est fort à un moment donné peut être faible à un autre moment et vice-versa. Ça veut dire qu'il y a un timing là-dedans, il y a une dynamique qui est hyper importante et qu'il faut absolument chercher à comprendre. Parce que c'est jamais blanc et noir. C'est toutes des zones de gris et c'est toutes des choses qui sont adaptables. Et enfermer quelqu'un dans quoi que ce soit ou dans une catégorie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le profil d'action est un profil qui est complexe, qui a ses 4 motricités. Tout le monde a ses 4 motricités qui s'expriment pour des rôles différents, mais il n'y a pas une seule personne chez qui il manque quelque chose. Bien sûr. Et ça, c'est important que les gens le comprennent parce que c'est... On a tous tout en nous, voilà. En fait. On a tout en nous. Et en même temps, on est vivant, donc ça change. On l'utilise pas forcément. On l'utilise pas forcément. C'est qu'on n'est pas conscient qu'on a tout en nous, puisqu'on va toujours chercher des solutions à l'extérieur. Enfin, la plupart du temps, chercher des solutions à l'extérieur. On prend pas le temps d'aller gratter un peu à l'intérieur. Ce qui est pas, c'est pas le réflexe. C'est pas le réflexe premier d'aller voir à l'intérieur. Parce que peut-être que les gens ont un peu peur de ce qu'ils vont y trouver. C'est vrai que des fois, se regarder dans le miroir, c'est pas toujours ça, en fait. le moment le plus agréable de la journée, de se regarder dans le miroir. Alors que j'ai le sentiment que justement, le fait de s'intéresser à sa façon de fonctionner, ça permet de conscientiser certaines choses que l'on fait naturellement, mais sans se poser la question. Et le fait de conscientiser ce qu'on fait bien naturellement, ça permet de très nettement renforcer la confiance et donc d'à peu près tout changer en termes de perspective pour l'individu. Tout à fait. Ah, ça joue sur la confiance. Énorme. On se dit, ah là, je peux m'appuyer, ah effectivement, et puis je le teste, parce que c'est ça un mot, le profilage, en fait, c'est ce que ça m'a amené à tester des choses, à me dire, tiens, je vais voir comment que ça se passe à ce moment-là. Et là, de se dire,
C'est incroyable. Effectivement, c'est une découverte. C'est une découverte, ouais. Avoir vraiment son profilage Action Type, c'est vraiment une découverte. Et petit à petit, on s'appuie dessus, on prend confiance et on s'ouvre. Alors justement, ce qui est important, c'est que cette découverte du profil, de mon profil d'action, je puisse, ou qu'on m'en donne les moyens de valider mon fonctionnement. Et ça, c'est dans la déontologie un autre élément qui est souvent un peu passé sous silence, c'est que c'est la personne elle-même qui est propriétaire de son profil et qui va valider sa dynamique d'expression. Ça veut dire que je vais prendre le temps de voir en fait où je me situe dans mon système, quand j'en suis dans tel et tel contexte, avec telle et telle valeur de vie émotionnelle, etc. Quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand je suis impacté émotionnellement, comment ça bouge. Et cette validation, elle est dynamique. Donc, c'est encore une fois pas du noir-blanc. Donc, je dois m'accompagner moi-même et voir comment mon corps va bouger, comment mon corps va adopter différentes postures pour pouvoir faire face, en fait, aux aléas de la vie. Toutes les situations, c'est ce que Jacques Radin appelle les 2 modes, automatique et adaptatif, en fait. Alors, on a tous ces 2 modes et on les utilise avec des préférences aussi. C'est-à-dire que ils sont complémentaires. On a besoin des 2. On ne peut pas s'en passer de l'un ou de l'autre. Et en même temps, il s'agit de les laisser vivre, de les laisser faire leur boulot. De laisser la place au mode adaptatif pour le mode automatique, parce que lâcher la bride et faire autrement les choses. C'est compliqué pour les gens. C'est compliqué. Ouais. C'est un petit apprentissage en fait. C'est quelque chose à expérimenter. Un être humain n'a pas de mécanique en fait. C'est ça le problème. On peut apparaître mécanique parce qu'on est dans l'automatique, mais on n'est pas mécanique. On est des êtres organiques qui ne sont pas prévisibles, vivants, avec des changements dus au fait que la vie nous traverse de bout en bout. Et le risque quand on parle dans le profilage, c'est d'en faire justement un business qui soit uniquement mécanique. C'est-à-dire, je vais vous vendre ci, je vais vous vendre ça, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Il n'y a qu'à faucon. Ça marche, bien sûr que ça marche. À un moment donné, ça va marcher. Parce que l'être humain est justement adaptatif. Mais lorsqu'il doit faire face à des situations qui sont plus complexes et qui demandent d'autres ressources, qu'est-ce qui va se passer si je force et je continue à utiliser les mêmes scénarios, les mêmes outils, et que je ne laisse pas mon adaptation s'ajuster? Je vais faire des choses qui sont contre-productives, voire créer des terrains de blessure, voilà. Donc si j'ai pas un respect de la vie et du vécu des gens, si j'ai pas un respect de toute cette dynamique qui existe dans chacun d'entre nous, je vais faire des grosses bêtises. Et ça peut casser des carrières, ça peut casser des... Oui, puis mettre des croyances limitantes. Quand on forme quelqu'un dans un profil, on va à l'encontre de ce que l'on souhaite faire avec l'approche Action Type, savoir libérer les potentiels. Absolument, absolument. C'est cette libération qui est la clé en fait. Ouais. C'est de libérer les choses, mais c'est en même temps prendre la responsabilité de ce qui est libéré. Comme on le disait avant, c'est aussi ça. C'est le danger, il est toujours dans enfermer les choses, enfermer les gens, dans simplifier, être simpliste. Non, c'est clair que quand les gens touchent Action Type pour la première fois, c'est magique. Ça peut amener à des idées de business, ça peut amener à plein de choses comme ça. Et ouais, c'est normal. Mais en même temps, il faut faire attention aux dérives. Il y a beaucoup de dérives possibles par simplisme. Voilà, je vais te vendre un truc, je vais te vendre la vérité, je vais te vendre la recette qui va fonctionner dans tous les cas quand tu fais ton truc. Non, ça, on sait que ça marche pas. Dans le monde du vivant et de la performance, il n'y a pas de recette. Il y a que de la fragilité. Et c'est pour ça que amener les éléments qui vont faire qu'il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, quelque chose de particulier qui va amener une performance, tout ça, ça tient pas à grand-chose. Ce qui est très intéressant, parce que tu parles de performance, de quelque chose de reproductible ou quoi, c'est que quand on prend conscience de ses forces, en fait, on ouvre la porte au fait de s'inscrire de s'installer dans les meilleures conditions possibles et d'ouvrir la porte justement à la performance, en fait, parce que on ne sait pas déclencher le flow d'un claquement de doigts. Pour autant, dès lors qu'on respecte ses préférences,
on ouvre la possibilité de rentrer dans cette zone-là que recherchent tous les sportifs, ce flow, cette fluidité, ce mode automatique qui permet d'accéder à la performance avec zéro effort, pour ainsi dire. Ça, c'est dès le moment qu'on comprend qu'effectivement, la performance, c'est quelque chose d'émergent. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va émerger d'un contexte. On peut créer des conditions, Voilà, mais on peut créer des conditions. Le décréter. Non, on ne peut pas le décréter, on ne peut pas dire maintenant je vais performer, etc. Mais en même temps, on peut voir la performance comme la solution du moment, la meilleure solution du moment, donc voilà, que je peux fournir à un moment donné, mais je ne vais pas pouvoir forcément l'anticiper parce que je ne suis pas conscient de tous les paramètres qui impactent la performance et de ce qui se passe en moi en particulier. Je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur ce premier épisode. Merci d'avoir écouté. Tout ce qu'on a vu là, on va peut-être le retrouver un petit peu en détail dans les différents épisodes qui vont arriver. On a abordé pas mal de choses assez complexes. On a abordé le point mobile. On a abordé le profil qu'on peut appeler complémentaire de soutien. Toutes ces choses-là sont bien entendu retrouvables soit dans les formations Action Type, soit on mettra le lien dans la description. On a fait une petite formation en ligne qui explique tout ça en détail avec des études de cas, etc. En tout cas, je pense qu'on est bon pour ce premier épisode. Merci. En remerciant tout le monde d'être là. En remerciant tout le monde. Merci Bertrand, Sophie, Jean-Michel. Si vous avez et Mathis. Et moi-même. Ah bah oui, quand même. Si vous avez aimé cet épisode, pour nous donner de la force puisqu'on se lance, faut pas hésiter à vous abonner, à liker, éventuellement à partager à des gens à qui ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on va pouvoir grandir et on a plein d'idées. Et pour ça, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez voir par la suite sur ce podcast. Et puis on vous dit de toute façon à très vite. Et nouveaux épisodes arrivent très bientôt. À très vite. Ciao. À très Ciao, vite. ciao. Au revoir. Ciao. Bye bye.